Salut à tous, ici Noctisama, j'espère que vous allez bien. Après 2 semaines d'attente, on se retrouve enfin pour le chapitre 248 de Tokyo Revenger. Et j'avoue que ça fait plaisir. Surtout que d'habitude, on n'enchaîne plus tous les chapitres. Et là, 2 semaines d'attente, bon, ça peut paraître court et long en même temps. Et puis j'avoue que pendant cette période-là, j'ai pas été très actif. Mais je vais rectifier le tir. J'ai des contenus d'ailleurs en préparation, tels que des vidéos sur la carrière et la jeunesse de certains mangaka, ou encore des reviews d'autres animés qui arriveront très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, si jamais tu découvres la chaîne via cette review, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton qui se trouve juste là. D'ailleurs, je voulais prendre un petit peu de temps avant de rentrer dans le vif du chapitre pour accueillir mes premiers abonnés. Ça fait un mois qu'on a lancé la chaîne et on est déjà 11 dans la communauté. Donc merci à eux et surtout bienvenue. Ceci étant dit, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec un chapitre qui va se concentrer principalement sur le combat Mitsuya-Akai contre les frères Etani, bien qu'on aura quand même quelques éléments assez croustillants comme Kawagari et Haru, ou encore Inupe, Waka et Koko. Alors pour cette review, je te propose d'abord de t'intéresser au combat Akai Mitsuya contre les frères Etani, qui est l'élément principal du chapitre, et puis on reviendra sur le cas Kawagari et Inupe. Pour commencer ce chapitre, on a d'abord un flashback. Un flashback de Mitsuya qui se rend au festival d'été d'Azabu. Azabu qui est un quartier situé au sud de Tokyo. Il va s'y rendre avec ses deux sœurs, Mana et Luna, et c'est là qu'il va rencontrer les frères Etani dans un groupe. Donc on voit que ce groupe de gangsters ont l'air de se faire respecter ou plutôt craindre par la population. Et surtout on apprend que Mitsuya était admiratif des frères Etani pour leur charisme. Bon, je pense que pas mal de choses ont changé depuis, et ce qui est plutôt marrant, c'est de les voir s'affronter aujourd'hui. Revenons-en au chapitre. On revient donc sur la situation présente, et on a Akai qui va admettre qu'il admirait les frères Etani lorsqu'il était plus jeune. Et c'est un élément qui va agacer Akai, et ça va être finalement la première pièce mise dans la machine qui va déclencher le plan machiavélique, on peut l'appeler comme ça, des frères Etani. Alors leur plan est plutôt simple et ingénieux, c'est diviser pour les prendre individuellement et surtout en nombre pour pouvoir gagner. Pour commencer, ils vont faire des prédictions. Oui, parce que apparemment ce sont également des oracles. Ils vont annoncer que dans 5 minutes, Akai et Mitsuya seront morts. Et c'est cet élément qui va agacer Akai, qui va s'emporter, essayer de frapper Ran qui va esquiver plutôt facilement. Et derrière, ils vont prendre la fuite. Ils vont encourager Mitsuya et Akai à les suivre. Et Akai, il va les suivre. Oh là 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 là. Mais quelle grave erreur. Je pense que tout le monde, à la lecture, s'est dit, mais c'est sûr que c'est un piège. Mais quoi qu'il en soit, il va se lancer à leur poursuite et ça va créer la séparation physique entre Mitsuya et Akai. Donc Mitsuya va se mettre à la recherche d'Akai et au moment où il va le retrouver, il va voir un Akai au sol. Et donc, la première étape du plan des frères Etani a fonctionné. Et Akai va même le dire lui-même, il s'est bien fait avoir. La seconde étape du plan, c'est de prendre Mitsuya à plusieurs. Et ils ont même ramené des renforts pour ça. Et j'avoue que Mitsuya là comprend dans quelle galère il se retrouve. Non seulement il a les deux frères Etani, donc il se retrouve dans la situation initiale dans laquelle il était le chapitre dernier. Et en plus de ça, il a plusieurs membres du Kanto Manjikai qui sont prêts à en découdre. La suite du combat met donc Mitsuya en avant face au Kanto Manjikai, à l'exception des frères Etani qui vont rester en retrait et observer. Je pense que là, la stratégie, c'était plutôt d'épuiser Mitsuya pour ensuite descendre et en finir avec lui assez rapidement. Mitsuya va donc se battre contre l'ensemble des PNJ, tout en criant à Akai de se lever. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il sait que s'il se retrouve seul face à l'ensemble de ses gars, plus les frères Etani, il va finir par perdre. Et c'est pour ça que je dis que le plan, il est plutôt bien exécuté sur le papier. Et les frères Etani sont plutôt satisfaits, hein. Ils pensent que Akai va pas se relever. Et j'avoue qu'après le coup qu'il a pris, apparemment c'est encore un coup derrière la tête, comme quoi c'est la spécialité des frères Etani. Franchement, je pense à la fin de l'œuvre, je vais compter le nombre de fois ils ont frappé en traite derrière la tête leur ennemi. Je pense qu'on est pas loin de la dizaine quand même. Dizaine d'actions qu'on a vues, pas forcément une dizaine d'actions qu'ils ont fait. Mais pour trêve de plaisanterie, Akai va finalement réussir à se lever, ce qui va étonner les frères Etani et surtout Ran. Et du coup, on aura le retour du duo Akai-Mitsuya. Donc encore une fois, le chapitre remet en avant le fait que les frères Etani, ce sont tous sauf des combattants loyaux. En soi, la stratégie pour gagner, elle est simple, c'est de le faire via des ruses, via des coups bas. Et c'est encore une fois ce qu'ils ont fait dans ce chapitre-là. Et honnêtement, ça me surprendrait qu'on soit au dernier coup d'essai des frères Etani. Dans les prochains chapitres, il y aura sûrement encore d'autres actions du même type. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'ils comptent remporter la victoire contre Akai et Mitsuya. D'ailleurs, les sentiments que ça donne, c'est que les frères Etani
doivent savoir qu'ils ne peuvent pas gagner autrement. Là, c'est complètement différent de leur combat contre Engri et Akai. Même s'ils alliaient prise de soumission et combat avec une matraque, là, ils veulent clairement pas se faire surprendre, en tout cas comme ça arrive avec Engri. Ils veulent dominer le combat, le contrôler et le gagner de manière stratégique, et ils n'ont pas peur de faire des coups bas. Donc dans les prochains chapitres, je serais pas étonné de voir des tentatives des frères Etani de ce type-là, donc jouer encore sur le côté un peu fourbe, malhonnête pour essayer de gagner. Sachant que mine de rien, même s'ils n'ont pas réussi à éliminer Akai et Mitsuya, on comprend clairement que pour moi, eux, ils n'ont pas pris beaucoup trop de dégâts comparé aux deux membres du Toman. Et donc du coup, et je pense que c'est un avis assez général, Akai et Mitsuya vont l'emporter. Maintenant, en ce qui concerne la manière, je pense qu'ils vont déjouer tous les plans des frères Etani jusqu'à l'emporter, bon, en étant peut-être un peu fatigués à la fin, mais ils vont l'emporter en réussissant à passer entre les pièges pour au final réussir à l'emporter et à les éclater avec des coups plus directs, avec un combat beaucoup plus direct contre les deux hommes. Bref, ça sera un combat assez intéressant à suivre. Tel que c'est présenté, j'ai l'impression qu'on aura sûrement la suite du combat, ou peut-être même la fin du combat lors du prochain chapitre. C'est sûrement le premier combat qu'on va suivre avant d'enchaîner sur les autres combats. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est une parfaite transition pour arriver sur Kawagari et puis ensuite sur Inoue. En ce qui concerne Kawagari et Haru, ou encore Akashi, c'est un combat que j'attendais particulièrement et je pense qu'il était attendu par pas mal de lecteurs. Lors du chapitre 242, en tout cas il me semble, ça nous avait été tellement bien teasé qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc dans ce chapitre, on retrouve Kawagari qui continuait sa percée, on peut vraiment appeler ça une percée ou encore un carnage, face au Kanto Mandikai. Donc d'après ses calculs, elle était environ à 50, mais elle pense qu'elle en a éliminé beaucoup plus. Et il faut qu'on s'en rende compte quand même un petit peu, parce que 50, voire plus, c'est quand même à peu près 10% de l'effectif du Kanto Mandikai. Elle a éliminé 10% de l'effectif du Kanto Mandikai. Elle a éliminé plus de 10% de l'effectif du Kanto Mandikai. Et ce, à elle seule. Bref, elle va se retrouver sur le champ de bataille et c'est Haru qui va venir à elle. Bon, le mec est quand même armé, avec une espèce de tuyau. Dans un premier temps, il va s'agacer de l'avoir pavané comme ça, et surtout de l'avoir crié, d'éliminer, de parler, donc avec sa voix de crécelle. Et puis derrière Kawagari, il va se retourner, et puis on va avoir ce fameux combat, ou cette fameuse confrontation qu'on attend tous. Ça me surprend quand même de le voir avec une arme, parce que de base, ce qui nous avait été expliqué dans les précédents chapitres, c'est qu'il avait quitté le Brahman, parce qu'il détestait voir sa sœur à la tête d'un gang, et qui plus est le gang, ou l'un des gangs les plus forts de Tokyo. Bon, nous on sait également qu'il voue quand même une admiration hors du commun à Mikey, et que quoi qu'il arrive, dans le futur, on a vu que Haru était avec Mikey. Et derrière, avec le flashback, on comprend vraiment qu'il a une véritable loyauté envers Mikey, et même lors de l'arc de Tenjiku, on le comprend, même au début de cet arc, on le comprend. Bref, pas mal d'éléments qui nous montrent qu'il est quand même derrière Mikey. Et donc du coup, ça remet un peu en question cette raison qu'il avait donnée. Mais si on la prend en compte, on peut peut-être se dire que cet affrontement a pour objectif de lui dire, bon, t'as voulu être une gangster, t'as voulu rejoindre un gang, pas de souci, je vais te montrer qu'est-ce que c'est vraiment être un gangster. Je vais t'apprendre la vie au final. Et donc dans ce combat qu'on attend depuis un petit moment, je me pose un peu des questions. Je me demande si Kawagari sera en mesure de se battre à 100% dès le début. Bon, bien entendu, bien sûr qu'elle avait dit qu'elle souhaitait montrer à son frère à quel point elle était devenue forte. Mais tout de même, je suis pas sûr qu'on verra en tout cas dès le début du combat une Kawagari telle qu'on l'a vu contre Saros. C'est quand même une circonstance assez exceptionnelle et contre son frère, je la vois mal démarrer à pleine puissance. En ce qui concerne Haru, je le vois beaucoup plus déterminé. Je le vois plus rentrer dans la bataille, malmener sa sœur et lui dire, bon bah qu'est-ce qui t'arrive, t'as voulu être gangster, maintenant on est là, bah toi, montre-moi de quoi t'es capable. En ce qui concerne le déroulé du combat, je vois bien une espèce d'égalité au départ, avec une conversation qui se poursuit, avec Kawagari qui lui explique les raisons pour lesquelles elle a décidé de rejoindre l'Ottoman. Et l'élément qui va tout changer, c'est la révélation qu'elle va lui faire par rapport au jour où il a obtenu ses cicatrices. Et du fait que c'est complètement sa faute. Personnellement, ici, je vois vraiment le tournant du combat à ce moment-là. L'un des scénarios possibles, ce serait que Haru pète littéralement les plombs et que Kawagari ait du mal à rendre les coups, sûrement par culpabilité, et donc qu'elle ait besoin d'un déclic pour pouvoir finalement se battre, tenir tête à son frère, et finalement arriver sur une situation où elle l'emporte, ou en tout cas où le combat est stoppé et qu'elle, elle s'en sort sans trop d'égratignure. La deuxième situation que je vois, c'est qu'elle se retrouve mal en point et que le combat soit stoppé par l'un des membres du Toman ou quelqu'un d'extérieur en tout cas. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette révélation va être le tournant de cet affrontement, et c'est là où vraiment les choses vont démarrer, pour le meilleur ou pour le pire. Enfin, on va terminer avec Inoue et Coco. Alors, je sais pas pourquoi je me frotte les mains, d'ailleurs je vais arrêter. Alors déjà dans le chapitre, on voit que Inoue a réussi à confronter Coco, un Coco qui veut pas se battre. Et ça va
plus ou moins dans ce que je disais la semaine dernière. Pour moi, il y allait avoir confrontation. Je voyais pas vraiment un combat, même s'il y allait avoir peut-être quelques échanges de coups, mais pas un combat tel qu'on va pouvoir voir avec Muki Shifuya ou encore Madarame contre Akuni. Et donc là, on retrouve un Coco plutôt en PLS qui va absolument pas se battre contre Inupe. J'avoue que cet élément m'a un peu surpris, je pensais pas que ça allait être aussi cash de sa part. Et qui va être sauvé par Waka. Alors sauvé, en fait c'est tout simplement Waka qui va décider de prendre sa place et qui va affronter Inupe. Et donc on se retrouve avec une confrontation 100% Black Dragon. Même si bon Waka c'est pas n'importe qui, il faut qu'on se l'avoue. Mais une confrontation 100% Black Dragon. En ce qui concerne ce combat, malheureusement, je vois Waka quand même plus fort que Inupe, rien que par rapport à ce qu'il nous a montré lors de l'arc des Trois Cieux et la bataille des Trois Cieux. Je pense qu'il est plus fort qu'Inupe. Et puis même, si on compare la vitesse de Waka et comme ça a surpris Kakucho vs Kakucho contre Inupe lors de la bataille du Tenjiku, eh bien, je pense que la victoire, normalement, elle est pour Waka. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pour moi, effectivement, Inupe va se faire maltraiter. Et je vois bien Coco réintervenir dans la bataille pour éviter que son ami se fasse complètement détruire. Je vois bien parce que Coco a déjà perdu la sœur d'Inupe. Et je pense pas qu'il veuille perdre également son ami dans une bataille. Même s'il repense à la volonté de la sœur d'Inupe, c'est sûr qu'elle ne voudrait pas voir son frère mourir, en tout cas dans une bataille comme ça. Donc il va être obligé pour moi de prendre position à ce niveau-là. Puis je pense que la bataille va être assez intéressante parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, on a affaire à deux anciens du Black Dragon. D'ailleurs, j'ai retrouvé une illustration qui a été faite par Ken Wakui au mois d'octobre pour l'anniversaire d'Inupe, qui met en scène le jeune homme avec Waka dans le magasin de moto. Donc il est possible qu'il y ait des histoires qui se cachent derrière la relation entre Waka et Inupe dans le passé. Et donc voilà, pour résumer, ce combat, je le vois bien commencer, Waka qui prend le dessus, et finalement Coco qui est obligé d'intervenir pour sauver son ami. Et peut-être, encore une fois, qu'il y aura des répercussions, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, sur Coco. Le fait qu'il ne soit pas 100% loyal derrière Mikey, ça peut forcément provoquer des conséquences. Alors j'ai vu sur internet qu'il y en a qui pensent qu'il va mourir. En vrai, je n'écarte pas cette possibilité, c'est possible. Mais pour le moment, pour moi, c'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer. Je ne sais pas s'il va mourir, mais en tout cas, je pense qu'il risque de lui arriver des bricoles, ça c'est clair. Mais pour ça, il va sûrement falloir attendre de voir les prochains chapitres, ou le prochain chapitre, à voir. Voilà, cette transition est assez parfaite pour finir cette vidéo. Merci à toi si tu l'as regardé jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça aidera pas mal au niveau du référencement et pour lancer cette chaîne. N'hésite pas également à commenter, à me donner ton avis et surtout à me partager tes théories. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Comme j'ai pu le dire, la chaîne a été lancée depuis un mois. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté dans laquelle on va pouvoir échanger tous ensemble, partager nos idées et puis surtout que je puisse vous proposer du contenu qui vous intéresse. Et surtout, si tu veux suivre les prochaines reviews ou des contenus sur la carrière et la jeunesse de mangaka, n'hésite pas à activer la cloche des notifications. Voilà pour ce petit passage promo. Encore une fois, je te remercie si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de Noctis Sama.